le professeur Montagnier, qui est donc docteur en médecine, président de la Fondation mondiale Recherche et Prévention du SIDA, directeur de recherche au CNRS, chef de l'unité d'oncologie virale à l'Institut Pasteur et professeur à l'Institut Pasteur. Ses travaux portent sur la virologie et sur la biologie moléculaire, et il mène ses recherches sur le virus du sida et sur le cancer. Ses travaux ont été récompensés par de nombreux prix, en particulier le prix Lasker en 1986, le prix Japon en 1988 et le Grand Prix de l'Académie des sciences en 1994. Voilà, et c'est la personne qui a découvert en 1983 le virus du sida. Je lui laisse donc la parole. Merci, mesdames, messieurs, bonsoir. Je voulais tout d'abord introduire le sujet en rappelant que notre conception sur l'origine des maladies infectieuses évolue, en ce sens qu'il y a un siècle, un peu après Pasteur, on pensait que chaque maladie infectieuse était causée par un germe bien donné, ce qui est exact. Beaucoup de découvertes importantes ont été faites de cette manière, ce qui a permis de mettre au point des sérums, puis ensuite des vaccins, et plus tard des médicaments chimiques. Mais maintenant, nous sommes en l'an 2000, à l'aube du XXIe siècle, et il apparaît qu'après avoir vaincu la plupart de ces maladies infectieuses, d'autres se présentent, et également plus complexes. C'est-à-dire que ce concept maintenant, c'est qu'il est possible qu'une maladie soit causée d'une part par un virus, mais qu'il y a aussi d'autres facteurs qui soient nécessaires, des facteurs génétiques, des facteurs d'environnement, pour que la maladie apparaisse. Donc on peut être porteur d'un germe, nous sommes peut-être tous porteurs de virus encore inconnus, et malgré cela, nous vivons, nous sommes en bonne santé, mais quelque part, pour quelques-uns, un facteur peut ajouter quelque chose et déclencher une maladie. Et bien sûr, pour la recherche, c'est beaucoup plus difficile à ce moment-là de déterminer la cause de ces maladies. Et ces maladies sont des maladies qui sont moins aiguës que celles causées par un seul germe. Ce sont des maladies chroniques qui peuvent durer des années. Il peut y avoir plusieurs décennies entre le moment où nous sommes en contact avec un virus et le moment où se déclenche une maladie. Et c'est particulièrement le cas des rétrovirus. Rétrovirus, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le mot virus, bien entendu. Les virus, ce sont des petits objets qui ne sont pas vraiment vivants, en ce sens que ce sont des parasites obligatoires de la cellule, contrairement aux bactéries qui sont autonomes. Et les virus, en général, sont d'une taille très inférieure. Ils sont invisibles, bien sûr, au microscope optique. On les voit au microscope électronique. Et parmi ces virus, il y a donc ces rétrovirus qui utilisent un mécanisme assez particulier de multiplication qui est schématisé ici. Vous avez en haut, vous en avez sans doute déjà entendu parler dans d'autres conférences, le schéma général de l'information génétique de son évolution à partir de l'ADN, qui est le dépositaire de cette information extrêmement stable. Et vous savez que donc, cet ADN contient des gènes. On saura bientôt toute la séquence de ces gènes. Et certains, on l'a déjà découvert pour certains, sont extrêmement stables. Le même enzyme peut être le même chez une bactérie et chez l'homme. Depuis 2 milliards d'années, certains gènes n'ont pas changé. Par contre, certains, au contraire, ont une grande capacité de se modifier, et c'est un peu grâce à ce système que l'on voit ici de transcription inverse. Donc, au lieu que l'ADN soit transcrit en ARN et celui-ci traduit en protéines, ça c'est dans la cellule, pour certains virus c'est également le cas, les rétrovirus ont de l'ARN dans leurs particules et une enzyme qui permet la transcription inverse de cet ARN dans la cellule, en ADN. Et cet ADN ensuite est transcrit en ARN par les enzymes cellulaires et finalement on aboutit aux protéines. Donc ce processus de transcription inverse explique ce mot donc, de rétrotranscription, le mot rétrovirus. Mais il faut bien voir que nous-mêmes, nous avons en nous des rétrovirus. Nous avons même des rétroéléments.
Et c'est un pourcentage énorme de séquences de type rétroélément que nous avons. Nous avons 1% de notre ADN dans chaque cellule qui est fait de ces séquences, depuis des millions d'années. Ces séquences sont relativement stables, elles ont notamment toutes les espèces de primates ont acquis ces séquences, mais bien sûr les autres vertébrés ont également des séquences analogues. Et ce processus de transcription inverse permet la variabilité. Elle permet de recomposer des gènes, car dans la cellule, donc, des morceaux d'ADN qui sont transcrits en ARN peuvent être à nouveau retranscrits en ADN et replacés dans un autre endroit. Donc il y a des effets de position, on peut donc bouger. Donc la variabilité génétique n'est pas seulement liée à des mutations ponctuelles, mais elle est liée aussi à ces événements de changement de position avec des éléments qu'on appelle des rétrotransposons et des rétroéléments. Les rétrovirus sont, on peut dire, l'aboutissement complet de ces éléments, en ce sens qu'ils ont réussi à devenir autonomes puis indépendants en s'associant à des protéines, d'autres protéines, et à infecter, à passer d'une cellule à l'autre. Mais il y a tous les intermédiaires, et notamment les rétrovirus qui sont en nous, en général, sont défectifs. Ils ont perdu une certaine capacité, pour le moment, parce que nous ne pourrions pas les supporter à l'état complet. Et donc, il reste simplement quelques virus qui ont réussi à échapper donc, à ces dépendances et qui sont tout à fait indépendants et peuvent être transmis d'un individu à l'autre. Alors, les rétrovirus, on les connaissait depuis longtemps chez certains animaux, chez la souris notamment, et ce n'est qu'au début des années 1980 qu'on a commencé à découvrir, après une très longue recherche, des rétrovirus chez l'homme. Et il y a, on peut dire, deux grandes familles de rétrovirus exogènes qui sont montrés ici. Le prototype, c'est l'HTLV qui cause des leucémies qui sont assez fréquentes, notamment au Japon, ou des lymphomes, et également une maladie assez proche de la sclérose en plaques, qui est une myéloencéphalite. Et la distance de temps entre l'infection et l'apparition de cette maladie est très grande, plusieurs dizaines d'années parfois, et en plus, toutes les personnes infectées ne sont pas malades, seulement une minorité. Et un peu plus tard, donc, a été découvert ce virus qui, lui, cause une maladie qui n'est pas liée à des cancers ou des encéphalites, quoi qu'il ait aussi un certain tropisme pour le cerveau, ce sont les virus du sida. Chez l'homme, et puis ensuite également chez certains singes. Il y a donc toute une famille maintenant que nous allons examiner tout à l'heure. Peut-être donc, je vous rappelle quand même que ces virus endogènes qui sont en nous, s'ils ne sont pas très méchants, peuvent peut-être quand même être associés à des maladies, et notamment au fur et à mesure que nous vieillissons. Et certains de ces virus, qui sont en copie multiple dans notre génome, ont pu être associés à des diabètes et à la sclérose en plaques, donc c'est une maladie avec une composante auto-immunitaire. Et il y a également une possibilité, nous l'avions relevé notamment au début des années 80, et ces recherches sont maintenant confirmées aux États-Unis, il y a peut-être une relation entre un virus de cette famille, ou proche de cette famille, et les cancers du sein. Donc ce sont des éléments à considérer avec vigilance, et ce que nous allons apprendre des virus exogènes pourra peut-être nous servir un jour à empêcher l'apparition de ces maladies causées par des virus endogènes. Alors, ces virus du sida, en fait, on connaissait déjà chez les ongulés des virus du même groupe, et notamment un virus causant une anémie infectieuse chez le cheval, le virus Visna-Medi, qui sont des mots irlandais du mouton, car cette maladie a surtout été observée en Islande, et le virus de l'arthrite, encéphalite de la chèvre, causant une encéphalite chez des chevreaux et une arthrite chez la chèvre adulte. Et puis, donc, par analogie, eh bien, on a trouvé des virus analogues chez les singes, chez les primates, et donc chez l'homme, mais la différence entre les deux groupes, c'est que ces virus attaquent le système immunitaire, parfois ils sont très bien tolérés, alors que les virus des ongulés, pour l'instant, n'ont pas de relation avec le système immunitaire. Ils donnent des maladies chroniques, graves, longues. C'est pour ça qu'on les appelle des lentivirus.
mais ils ne sont pas associés à des syndromes d'immunodépression acquise, donc avec des sida. Alors, simplement quelques mots d'historique. Donc voilà la première équipe qui, à l'Institut Pasteur, en 1983, a isolé et caractérisé ce virus pour la première fois. Donc maintenant, nous sommes 17 ans plus tard, et bien des choses ont passé sous les ponts de la Seine, mais aussi les ponts du Potomac à Washington et ailleurs. Donc maintenant, il y a toute une équipe, une armée de chercheurs qui travaillent dans ce domaine. Alors voilà comment ce virus nous est apparu en microscope électronique en 1983. Vous avez l'échelle 100 nanomètres, c'est-à-dire 0,1 mm. Donc c'est quelque chose pardon, c'est même plus petit que 0,1 mm. C'est 100 nanomètres, ça fait à peu près 0,1 micromètre, donc ça fait un millionième de millimètre. Et donc, vous voyez ici comment se forme le virus à la surface des cellules. Le virus, par définition, a besoin de beaucoup d'éléments cellulaires pour se former, et donc il ne tue pas la cellule. La cellule, d'abord, doit être intacte pour produire le virus. Le virus commence à bourgeonner, ces éléments, ces protéines qui ont été traduites dans le cytoplasme ici, se rassemblent à la surface sur certains points pour bourgeonner, former une particule qui a un centre clair, et puis ensuite il y a une protéase qui est elle-même codée par le génome du virus, qui va couper certaines de ces protéines qui, à ce moment-là, vont se rassembler pour former ce noyau dense caractéristique de ces lentivirus. Et vous avez ici donc le virus VIH1, le virus VIH2 et le SIV sont analogues, comme vous voyez ici. On voit un peu plus de cheveux à la surface de cette particule. Ces cheveux représentent des chaînes de sucre qui protègent un petit peu les protéines avec lesquelles ils sont associés. Alors, ça, c'est une image d'une cellule, donc le grandissement est beaucoup plus faible. Ici, vous avez 500 nanomètres, c'est donc 0,5 microns. Vous avez une cellule que je vous montre ici, c'est un morceau de cellule, pour vous montrer comment est grande cette production de virus dans certaines cellules. Vous voyez, il y a des bourgeons partout. La cellule fait des cloques un petit peu partout. Et elle continue à vivre pendant un certain nombre de jours. Donc vous avez des milliers de particules virales qui sont produites. C'est un peu la caractéristique de ces virus, c'est d'être produits à très grande quantité par certaines cellules. Mais le nombre de cellules qui les produisent, le nombre de cellules infectées est relativement faible. Alors maintenant, essayons de schématiser ces images et de voir à quoi elles correspondent au niveau moléculaire. Vous avez donc ici un schéma qui correspond à la particule que vous avez vue tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a à la surface des petits boutons qui sont faits de deux protéines majeures, qui sont ce qu'on appelle les glycoprotéines de l'enveloppe du virus. C'est une enveloppe de lipides ici, ce qui explique la fragilité de ce virus, qui explique pourquoi on peut le détruire par des détergents, par la chaleur à 60 degrés. Ce n'est pas un virus par l'alcool, ce n'est pas un virus très résistant, et c'est ce qui explique pourquoi il n'est pas transmis par les voies aériennes notamment, et qu'il a une durée de vie assez limitée en dehors de l'organisme. Vous avez au centre, donc, on peut dire le cerveau du virus, si l'on peut dire. C'est là que se trouvent les deux molécules de son acide nucléique, qui portent donc les gènes du virus, des molécules pour le transcrire dans la cellule, qui sont en réserve ici, ce sont la transcriptase inverse, et puis d'autres protéines pour protéger cet ARN des attaques de différents enzymes quand le virus va rentrer dans la cellule. Alors ceci schématise le cycle de multiplication du virus. Donc le virus commence par se fixer à la surface de la cellule, ça c'est une cellule schématisée, son noyau ici. Le virus va commencer à se fixer sur des molécules spécifiques, ici. C'est pourquoi le virus attaque seulement certaines cellules. Il faut que ces cellules aient les molécules correspondantes, qu'on appelle des récepteurs au virus, et qui normalement servent à autre chose pour la cellule, bien entendu. Ensuite, il y a donc la transcription inverse qui se produit, et nous allons voir un peu plus en détail comment ceci se produit. Donc vous avez ici le virus qui s'attache au récepteur T4, qui est le récepteur principal de la cellule, et son ARN va être introduit dans le cytoplasme, et ainsi, à ce moment-là, la transcription inverse va pouvoir commencer.
Alors c'est la première étape. Après, à cette transcription inverse en ADN, il faut que l'ADN traverse, aille dans le noyau pour pouvoir s'associer aux chromosomes de la cellule, car c'est une caractéristique de ces rétrovirus d'insérer leur matériel génétique dans les chromosomes de la cellule et de considérer ensuite comme des gènes pratiquement cellulaires. Et ceci donc doit se faire à travers des pores, des trous, petits trous qui sont dans la membrane du noyau. Et une caractéristique de ces rétrovirus particuliers, donc du virus du sida notamment, c'est de pouvoir insérer, transporter leur matériel génétique, même quand la cellule n'est pas en division active. Donc quand cette membrane existe, cette membrane va se rompre au moment de la mitose, au moment de la division des chromosomes en deux cellules filles. Eh bien, le virus peut se passer de cette division, et ce qui a des conséquences peut-être importantes pour la thérapie génique, car on va pouvoir utiliser ce virus comme un vecteur de gènes pour des cellules qui ne se divisent pas, par exemple les cellules du cerveau, ou des cellules qui se divisent peu, comme les cellules de la moelle osseuse. Donc, il est possible que dans un avenir proche, le virus du sida soit également utilisé pour le bénéfice, pour les bienfaits de l'humanité. Mais revenons maintenant à la suite de ce cycle. Donc, une fois que l'ADN est traversé, il va s'intégrer dans les gènes de la cellule, un peu au hasard, mais proche de séquences qui sont justement des rétroéléments cellulaires. Et là, il peut dormir, il peut s'arrêter. La cellule peut revenir au repos. La cellule a besoin d'une certaine activation, même sans se diviser, pour que tout ceci se passe. Mais si la cellule revient au repos, eh bien le virus va dormir. Et c'est aussi un danger de ce type d'infection, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des cellules qui sont latentes, qui ont l'infection latente, qui ont les gènes du virus, mais ces gènes sont dormants, ils sont invisibles, ils sont insensibles à tout médicament, bien entendu. Et ceci explique que, malgré certains traitements très efficaces, on n'arrive pas à se débarrasser de ce virus. Mais si la cellule continue à être activée ou réactivée, et c'est le cas notamment des lymphocytes, eh bien, il y a un deuxième cycle de multiplication qui va se traduire par une transcription des gènes du virus en ARN. Ces ARN messagers vont traverser de l'autre côté la membrane nucléaire, vont aller dans le cytoplasme pour être traduits au niveau de l'usine de traduction, les ribosomes. Et finalement, ces protéines vont s'assembler d'une façon très, très étroite entre elles pour former les particules virales. Donc voilà schématiquement ce cycle qui explique aussi comment on peut l'interrompre par des médicaments. Eh bien, on peut bloquer cette transcription inverse par des inhibiteurs de la transcriptase inverse. C'est le cas des médicaments les plus utilisés à l'heure actuelle, AZT, etc. Mais on peut aussi bloquer le cycle viral à la fin en empêchant par des inhibiteurs de la protéase virale, donc la maturation des particules en particules infectieuses. Ceci, c'est également utilisé actuellement de façon très importante, mais on peut imaginer dans le futur d'autres sites d'action de médicaments, comme l'intégration par exemple, qui nécessite également une enzyme du virus qu'on appelle l'intégrase, et qui peut donc être aussi une cible de futurs médicaments. Alors ceci simplement illustre la dernière phase que vous avez vue au microscope électronique tout à l'heure. Les particules virales se forment et finalement il y a bourgeonnement et relargage dans le milieu. Alors quelles sont les principales questions qu'on s'est posées bien sûr durant toutes ces années et qui se posent encore? Je les ai mis ici sur cette liste. Quelle est l'origine de ces virus? Comment le virus cause-t-il la maladie? Pourquoi y a-t-il de si grandes différences d'évolution selon les personnes infectées? Et est-ce que les traitements actuels peuvent guérir? L'origine du virus. On sait par les analyses moléculaires que ce virus comprend énormément de souches virales. Alors on les classe par la distance qui existe entre elles au niveau de certains gènes. Donc plus la distance est grande, plus les différences dans les séquences de ces gènes sont grandes, ou au niveau des protéines également. Alors on distingue classiquement deux grands types de virus, le 1 et le 2. Et à l'intérieur de ces grands types, eh bien, il y a des sous-groupes, des sous-types qu'on appelle par des lettres ABC. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a dans le VIH1, qui est responsable de l'épidémie principale, deux groupes importants, M et O, chacun donc ayant beaucoup de variables, mais actuellement l'épidémie mondiale est causée par les souches du groupe M essentiellement, alors que les souches du groupe O restent encore localisées en Afrique centrale. Et également, c'est le cas des souches VIH2 qui sont localisées en Afrique de l'Ouest, mais aussi qui tentent à déborder vers l'Asie, dans certaines villes de l'Inde et en Chine maintenant.
car il faut bien voir que l'épidémie n'est pas jugulée, qu'il y a eu plus de 40 millions de personnes infectées depuis le début des années 80, depuis l'identification de cette nouvelle maladie, et qu'il y a des proportions effarantes d'infections, notamment en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique australe. Pour vous donner simplement un chiffre, on pense que 10% de la population d'Afrique du Sud est infectée par le virus, et il y a des pays voisins où 30% des femmes enceintes sont infectées. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que plus l'épidémie se développe, il y a ce qu'on appelle des recombinaisons entre différentes souches et émergence de nouveaux variants. Comment cela est-il possible? Eh bien, il y a des personnes qui sont infectées par 2 virus. Et à ce moment-là, si la même cellule est infectée, il y a ce qu'on appelle une recombinaison génétique qui va donner un nouveau variant. Et ce nouveau variant peut être plus virulent ou plus apte à être transmis. C'est ce qui s'est passé, par exemple, en Chine, où au départ, seules quelques provinces du Sud étaient infectées par la drogue des pays voisins, par l'usage de drogue venant des pays voisins. Et c'est donc 2 souches au départ qui étaient présentes, B et C. Et au fur et à mesure que l'épidémie s'est développée, notamment par les camionneurs, eh bien, il y a eu diffusion vers le nord-ouest de la Chine et apparition d'un nouveau variant qui semble très dominant et qui est un mélange génétique entre les souches de départ B et C. Donc une sorte d'adaptation des souches aux populations, et cela varie donc suivant la géographie. En Afrique, il y a notamment davantage de souches A dans l'Afrique de l'Ouest, davantage de souches C en Afrique centrale et du Sud. On ne sait pas très bien pourquoi il y a ces variations, mais c'est peut-être effectivement une adaptation au matériel génétique de ces populations, notamment avec les groupes HLA. Alors, les origines de ces virus, il faut bien distinguer entre l'origine et l'origine de l'épidémie. L'origine de ces virus, elle est, on peut dire, quasiment certaine pour le VIH2. Ce virus est quasiment identique avec certaines souches qui ont été isolées de ce singe mangabé en fumée qui vit en Afrique de l'Ouest. Alors, il faut bien voir que c'est une infection naturelle de ces singes et qu'elle ne donne pas lieu à maladie chez ces singes. Ils sont parfaitement adaptés, ils vivent parfois avec une quantité de virus aussi importante que chez l'homme, et malgré cela, ils ne sont pas malades. Donc le sida est en fait une conséquence d'une interaction entre le virus et le système immunitaire de l'hôte. Et si cette interaction ne se fait pas d'une certaine façon, il n'y a pas de maladie. Donc ceci est à peu près sûr pour le VIH2. Alors comment le virus a pu se transmettre du singe à l'homme? Eh bien, il se trouve que ces singes sont chassés et que souvent on tue les adultes et on garde les petits pour les ramener au village et qu'ils jouent avec des enfants, donc ils peuvent les mordre et c'est, je pense, comme ça que ce virus a dû être transmis bien des fois dans certaines populations humaines. Mais ceci a pu se passer depuis bien des siècles, car il est clair que ces virus sont présents depuis très longtemps. Donc ceci n'explique pas l'épidémie actuelle, donc il faut essayer d'expliquer pourquoi, à peu près au même moment, on a pu distinguer cette épidémie, identifier cette épidémie. Bien sûr, elle a d'abord été identifiée pour le VIH1, mais on s'est aperçu quand même que l'épidémie pour le VIH2 aussi a un certain développement plus lent, car ce virus est quand même moins bien transmis chez l'homme que le virus VIH1. Alors celui-ci, quelle est son origine? Il semble que, là également, certaines souches du groupe M soient proches d'un virus qui a été isolé de chimpanzés. Il y a quelques isolats de chimpanzés, et donc il y a une certaine homologie, on peut dire, avec ce virus, et on peut donc penser que l'origine de ces souches peut être la même à partir du chimpanzé, qui est aussi un animal chassé en Afrique. Mais il y a aussi des souches de groupe O qui ne sont pas proches des virus des chimpanzés. Donc il n'est pas exclu non plus qu'il y ait d'autres possibilités d'origine de ces virus, qu'ils aient pu même être dans l'espèce humaine depuis un certain temps sans être identifiés. Bien entendu, on ne peut pas se baser, on ne peut pas retourner très longtemps dans le passé. On a seulement des moyens moléculaires récents qui permettent de remonter dans quelques dizaines d'années, ou bien des sérums. Donc on ne peut pas exclure que des épidémies de sida se sont produites dans les temps préhistoriques et même au début des temps historiques.
Donc là, il faut être prudent quant à l'origine simiesque, primate de ces virus. Il est possible qu'ils aient été chez l'homme depuis un certain temps, et la question, bien sûr, se pose pourquoi simplement ont-ils développé une épidémie maintenant. Alors c'est là que vient en cause, ceci nous montre simplement le virus du singe mangabé, vous voyez, qui est très proche, et on voit très nettement ces petits boutons à la surface, plus nettement que dans le virus humain. Alors, donc, comment ce virus a pu donner cette épidémie? Eh bien, effectivement, l'épidémie actuelle est liée à une transmission sexuelle, qui vous est schématisée ici, et donc il est possible que le changement des mœurs, la libération des mœurs, ait favorisé la transmission de virus, un petit peu comme la syphilis est apparue au début du XVIe siècle en Europe. Mais il est possible également qu'il y ait des cofacteurs de l'infection qui favorisent cette transmission. Car c'est vrai, vous avez ici très schématisé un épithélium vaginal, et cet épithélium vaginal qui a plusieurs couches de cellules est relativement résistant à l'infection. Mais s'il y a par exemple une autre infection génitale, chlamydier, herpès par exemple, eh bien, cette barrière est moins solide et le virus peut passer plus facilement et trouver surtout des cellules inflammatoires. Car pour que le virus infecte, il faut qu'il trouve d'abord certaines cellules inflammatoires qu'on appelle les cellules de Langerhans. Et ces cellules sont mobiles, elles vont transporter passivement le virus, bien qu'elles ne peuvent pas multiplier le virus, mais elles vont le transporter aux ganglions lymphatiques les plus proches. Et là, le virus va trouver beaucoup de cibles, notamment s'il y a également une autre infection, il va trouver des lymphocytes activés, et ceci va établir l'infection d'une façon durable. Alors, le virus peut également passer au niveau de la muqueuse du col de l'utérus, notamment la partie endocervicale. Là, c'est une muqueuse extrêmement fragile, d'une seule couche. Et là, le virus peut trouver également d'autres cellules qui vont également le porter vers les ganglions lymphatiques. Donc, ceci montre l'importance des autres maladies sexuellement transmissibles dans cette transmission. Mais il peut y avoir aussi d'autres facteurs biologiques que nous ignorons qui ont pu favoriser le début de l'épidémie. Alors, cette transmission hétérosexuelle existe, notamment dans les pays de la zone tropicale de la planète. Elle est plus rare chez nous, pour des raisons peut-être justement de différence d'infection par d'autres germes, mais son efficacité relative est relativement faible. Par contre, donc, l'infection de l'épithélium du col de l'utérus est beaucoup plus facile. Donc, s'il y a une inflammation, une lésion à ce niveau, cela va favoriser beaucoup la pénétration du virus. L'infection par voie rectale, donc la voie homosexuelle, également très efficace, car là, le virus va trouver ce qu'on appelle des cellules M qui également vont le faire passer très facilement de l'autre côté et rencontrer les lymphocytes, des lymphocytes de l'intestin qui sont très nombreux. On peut dire que 60% de nos lymphocytes sont au niveau de la muqueuse intestinale. Donc, ce schéma, ce tableau, explique un peu pourquoi l'épidémie s'est propagée dans nos pays, d'abord chez les homosexuels, aussi par le sang, bien entendu, il y a transmission par le sang, transmission de la mère à l'enfant à travers le placenta. Mais pourquoi cette épidémie n'a pas décollé énormément, mais quand même parvient parfois à décoller au niveau des transmissions hommes-femmes et femmes-hommes. Et actuellement, la proportion de femmes infectées en France augmente. C'est maintenant une nouvelle infection sur 3, alors que c'était une nouvelle infection sur 7 il y a quelques années. Et dans les pays tropicaux, cette transmission hétérosexuelle donc, est très fréquente, probablement à cause de cofacteurs d'infection. Et c'est la voie principale donc, de diffusion de l'épidémie. Donc, rôle important des co-infections. Ce qui est important pour la lutte contre cette épidémie, il faut aussi lutter contre les co-infections, qui peuvent aussi avoir un rôle d'ailleurs dans la progression de la maladie après l'infection. Et vous avez ici une image du virus herpès, donc ce sont des infections génitales assez fréquentes avec l'herpès 2. Il y a un autre virus herpès qui est à l'origine d'un cancer aussi très présent en Afrique, qui est le sarcome de Kaposi. Et des expériences de laboratoire ont pu montrer d'ailleurs que ce virus, qui est beaucoup plus gros que le virus du sida, pouvait servir d'enveloppe, pouvait donner son enveloppe au virus du sida. Donc on pourrait avoir des sortes de chimères virales qui pourraient résister, par exemple, à certains médicaments ou à certains vaccins. La maladie
vous savez que c'est une maladie souvent très longue, mais parfois courte, parfois même, au contraire, qui n'apparaît pas. Ceci dépend des individus et aussi de la souche virale, nous y reviendrons. Mais schématiquement, on peut dire que cette infection longue se commence par une infection, une primo-infection, comme dans toute autre maladie infectieuse, où le virus rencontre peu de défense, car les défenses immunitaires mettent un certain temps à se produire, plusieurs semaines pour les anticorps. Donc pendant ce temps-là, le virus en profite pour se multiplier dans les ganglions lymphatiques. Ensuite commencent les réponses immunitaires, l'organisme réagit plus ou moins bien, mais ceci va décroître donc la multiplication du virus pendant plusieurs années parfois. Et il y a une immunité à la fois cellulaire, des cellules cytotoxiques qui vont tuer les cellules infectées, et aussi des anticorps qui vont neutraliser le virus. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Le virus va persister dans les ganglions lymphatiques, continuer à se multiplier dans certaines cellules, et finalement, eh bien, le système immunitaire va être progressivement détruit, le nombre de lymphocytes va décroître, leurs fonctions vont être annulées, et vont apparaître des maladies dites opportunistes qui vont emporter le malade, qui l'emportent quand il n'y a pas de traitement, on peut dire dans 90% des cas. Quelques personnes échappent, mais auparavant, donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des ganglions lymphatiques? Eh bien, il y a une multiplication d'abord du virus dans ces ganglions, puis finalement une destruction de ces ganglions par des phénomènes indirects sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. Ces coupes réelles d'histologie montrent ce qu'on appelle des zones germinatives dans les ganglions lymphatiques. Voici un ganglion normal, et après infection, vous voyez, chaque grain noir représente une cellule infectée, et vous voyez qu'il y a énormément de cellules infectées, ceci dans la phase primaire. Il y a une certaine régression après, mais il reste toujours des cellules qui vont être infectées. Et on sait maintenant que ces premières semaines de rencontre du virus avec l'organisme sont très cruciales de la façon dont l'organisme va réagir, la façon dont il va descendre la multiplication du virus, va dépendre l'évolution plus ou moins longue vers la maladie. Si l'organisme se défend bien, si la charge virale diminue bien, eh bien l'évolution sera lente. Si par contre l'organisme se défend très mal, eh bien le virus va rapidement se multiplier. Alors, une des questions qui se pose, c'est comment le virus détruit-il le système immunitaire? Alors, au début, nous croyions très naïvement que le virus infectait les cellules, les tuait. C'est effectivement ce que l'on voit au laboratoire, avec certaines souches de virus, notamment celles qui ont été isolées à partir de patients en sida déclarés. C'est moins évident pour des virus isolés à la phase précoce, latente, silencieuse de la maladie. Ces virus ne tuent pas les cellules, les lymphocytes T4. Donc il y a probablement des mécanismes indirects de mort cellulaire, et voici une liste qui n'est pas limitative, mais bien sûr, ceci n'exclut pas qu'il y ait un effet direct de destruction par des cellules infectées, notamment à la phase clinique du sida. Le virus, en fait, évolue. Le virus qui est isolé au début de la maladie et de l'infection et celui qui est isolé à la fin n'est pas le même. Et notamment, il utilise d'autres molécules à la surface des lymphocytes et des macrophages pour infecter. Et ce virus, donc, est beaucoup davantage tueur que les souches qui existent au début de l'infection. Et donc, malgré le fait que ces cellules, que ces virus ne sont pas des tueurs, eh bien, il y a des morts progressives de cellules par des mécanismes indirects. Alors, il y a des morts qui sont liées directement à la réaction immunitaire, car, par exemple, si une molécule de surface du virus de l'enveloppe, et c'est le cas, se promène, elle peut rencontrer des cellules non infectées et se fixer sur le récepteur. Et à ce moment-là, ces cellules vont être reconnues par le système immunitaire comme des cellules infectées et elles vont être détruites. Donc c'est ce qui se passe ici. Mais il y a aussi des mécanismes tout à fait indirects qui sont liés à ce qu'on appelle la mort cellulaire par suicide ou apoptose. C'est un phénomène qui est physiologique, qui est normal, qui permet de réguler l'expansion des cellules après une réaction contre une virus ou une bactérie, c'est-à-dire de détruire, d'empêcher que cette expansion soit continue. Donc il y a une mort, on déclenche un programme cellulaire de suicide, mais ce qui se passe dans le sida, c'est que le virus, par certaines de ses protéines, va exagérer énormément ces signaux de mort, et beaucoup de cellules donc, qui ne sont pas infectées vont mourir. Et vous voyez ici, au microscope électronique,
les différentes phases de cette mort cellulaire par apoptose. Au départ, donc, voici une coupe d'un lymphocyte ici qui est quasiment normale. Ceci est le noyau, il y a très peu de cytoplasme ici. Et le noyau va commencer à se rétrécir, la chromatine qui contient l'ADN va se condenser, donc l'ADN va se mettre en petites boules et il va être détruit par une enzyme, une DNase, et finalement il va s'échapper du noyau et la cellule va complètement mourir. Et on trouve effectivement chez les patients infectés, à tous les stades, cette propension des cellules à mourir par apoptose. Et nous pensons, disons, il y a encore quelques controverses à ce sujet, mais personnellement, nous pensons que c'était le mécanisme majeur de destruction du système immunitaire dans le sida. Alors, cette apoptose, elle se fait par différents chemins. Elle peut être déclenchée par des signaux, des récepteurs qui sont à la surface de toutes les cellules du système immunitaire, notamment les lymphocytes et les monocytes, les macrophages. Et elles impliquent différentes molécules qu'on appelle notamment le TNF, qui veut dire le facteur de nécrose des tumeurs, parce que ce facteur peut effectivement être impliqué dans la destruction de cellules tumorales. Et cette molécule se fixe à un récepteur spécifique qu'on appelle le récepteur du TNF, il y en a plusieurs. Puis ensuite, une cascade d'événements se produit pour aboutir à l'activation de protéases cellulaires qu'on appelle, ce sont des cystéine protéases qu'on appelle des caspases. Et ces caspases vont à ce moment-là détruire des protéines cellulaires et aussi il va y avoir induction donc, de cette DNase qui va détruire l'ADN. Je ne veux pas trop rentrer dans ces détails, mais simplement vous dire qu'il y a plusieurs chemins possibles pour aboutir à cette apoptose. Il y en a un autre aussi qui est très étudié, qui est celui qu'on appelle FAS, et le ligand de FAS, qui est homologue d'ailleurs du TNF. Et quand une cellule qui porte le ligand de FAS va rencontrer une cellule qui exprime FAS, eh bien cette cellule va être en grand danger de mourir par apoptose. Là aussi, c'est un signal de mort. Je le répète, c'est un signal normal, mais il est très exagéré dans le sida. Et je vous montre ici des résultats très récents que nous avons obtenus justement sur l'expression de FAS par une méthode qu'on appelle de fluorocytométrie, excusez-moi de ces termes techniques, mais en gros il s'agit d'analyser les cellules qui vont exprimer à leur surface ces molécules par un système de tri au laser, avec un rayon laser. Et donc on va avoir des pics qui correspondent à l'expression de ces molécules. Alors à gauche, il n'y a pas d'expression, et à droite, il y a une expression maximum. C'est une échelle logarithmique ici. Alors là, on a donc essayé de voir l'expression de FAS et du ligand de FAS dans les cellules d'abord de personnes témoins en bonne santé. Et il y a ici, je vous montre simplement l'expression sur les monocytes, sur les macrophages. Il y a une expression, ce qui est normal, une expression de FAS comparée à la courbe de verte qui est, on peut dire, le bruit de fond. Mais il n'y a pas d'expression du ligand de FAS par deux anticorps monoclonaux que l'on détecte ici, qui s'appellent NOC1 et NOC2. Par contre, chez les patients infectés, tous les patients infectés, et même aussi ceux qui sont traités par la trithérapie, sauf un qui va très bien, eh bien, on trouve, en plus de l'expression du FAS, une expression de ce ligand de FAS, tout à fait caractéristique ici. Alors, il y a parfois simplement un des anticorps va le détecter, comme ici, et parfois les deux anticorps, ou même trois anticorps vont le détecter. Alors, cette expression de cette molécule simplement signifie l'activation de ces cellules, donc quelque chose d'anormal qui se passe dans le système immunitaire. Et d'ailleurs, ça n'est pas du tout spécifique de l'affection par le virus du sida. Nous essayons actuellement d'explorer, peut-être que toute infection va donner la même chose, mais ce qui est quand même remarquable, c'est que malgré les traitements, eh bien, on observe une persistance de cette activation anormale des monocytes qui reflète donc une sorte d'alerte du système immunitaire dans le cas du sida. Alors ce diagramme montre un petit peu ce qui peut se passer dans le cas du sida. Il se trouve qu'il y a des protéines virales qui vont induire justement l'expression de FAS ligand sur les monocytes, donc qui vont activer ces monocytes de façon anormale. Et quand ces monocytes vont rencontrer un lymphocyte qui lui va exprimer FAS, eh bien c'est la mort du lymphocyte. Donc c'est une sorte de destruction suicidaire, mais déclenchée par des protéines virales. Et là, vous avez une variante où là, c'est deux lymphocytes. L'un exprime le FAS ligand, et quand il va rencontrer le lymphocyte qui exprime FAS, eh bien, c'est la mort par apoptose des deux lymphocytes.
Alors, d'où vient cette mort cellulaire? Il y a beaucoup d'hypothèses. Bien sûr, il y a une activation chronique du système immunitaire, mais il y a également un déficit en certains facteurs de croissance qui sont indispensables au maintien des cellules du système immunitaire. Le système immunitaire est extrêmement complexe, c'est un réseau qui a besoin de certains facteurs de croissance qu'on appelle des cytokines ou des interleukines. Il y a notamment un facteur qui a été un des premiers découverts, qui a permis d'ailleurs l'isolement du virus du sida, car il a permis de cultiver les lymphocytes in vitro pendant un temps assez long. C'est ce qu'on appelle l'interleukine 2. Eh bien, il se trouve que cette interleukine 2, c'est un travail fait par le docteur Goujon et ses collaborateurs dans mon laboratoire, va disparaître très vite, parce qu'elle est sécrétée elle-même par des cellules du système immunitaire. C'est une sorte de cercle, de circuit. Et vous voyez ici, ces taches bleues représentent la décroissance du pourcentage de cellules qui vont produire l'interleukine 2 dans les différentes phases de l'infection par le virus VIH. La phase 1, c'est la phase asymptomatique. 2, il y a des petits symptômes. Et 3 et 4, c'est la phase du sida déclaré. Vous voyez qu'il y a une décroissance très rapide, même à la phase asymptomatique, de la quantité de cellules qui vont sécréter cette interleukine 2. Or, quand un lymphocyte est activé et n'a pas sa ration d'interleukine 2, eh bien, il ne comprend plus, il va s'arrêter de s'être activé, il va mourir par apoptose. Donc, un des facteurs, une des raisons de l'apoptose est probablement cette décroissance d'interleukine 2, elle-même causée par certaines protéines virales. Et bien sûr, tout n'est pas clair encore, il y a plusieurs candidats possibles. Ce qui est important, c'est de voir que cette décroissance des cellules qui sécrètent cette interleukine 2 est spécifique. Si on regarde d'autres cytokines comme l'interféron gamma, on voit qu'il n'y a pas de changement en fonction des phases de la maladie. Donc, pour schématiser, bien entendu, comment se produit le sida au niveau moléculaire? Eh bien, on peut penser qu'il y a des protéines du virus, des protéines dites de régulation qui sont produites dans les cellules infectées, qu'on appelle TAT et NEF, mais aussi peut-être des protéines de l'enveloppe elle-même du virus qui peuvent se détacher des particules virales. Eh bien, ces protéines vont se fixer donc sur des cellules, agir sur des cellules non infectées et les détruire. Et ces cellules qui elles-mêmes sécrètent de l'interleukine 2 eh bien, vont entraîner une plus grande mort d'autres cellules elles-mêmes et d'autres cellules également du système immunitaire par apoptose. Et bien entendu, également, l'activation du système immunitaire, notamment par des cofacteurs infectieux, est également importante. Elle aussi va contribuer à la mort cellulaire par apoptose du fait qu'il y a un déficit d'interleukine 2. Donc voilà un petit peu le circuit actuel, le schéma actuel que nous avons pour expliquer cette maladie terrible et complexe. Bien entendu, ce n'est pas le dernier mot. Et il y a encore beaucoup de recherches à faire dans ce domaine. Alors maintenant, la question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est qu'est-ce qui se passe après le traitement? Vous savez que depuis 4 ans maintenant, on peut non pas guérir le sida, mais stabiliser les malades à un taux relativement faible de la multiplication du virus, et ceci permet de restaurer partiellement leur système immunitaire et surtout d'éviter justement des maladies opportunistes qui apparaissent en général quand le système immunitaire est très, très abîmé. Alors, parmi ces inhibiteurs, il y a des inhibiteurs de la transcriptase inverse, mais aussi, et ceci a été un progrès décisif, ce sont les inhibiteurs de la protéase. Vous avez ici un schéma de cette enzyme qui est fait de 2 chaînes qui s'entrecroisent et formé ici un trou complexe. Si vous voulez, les progrès de la biologie actuelle, ce n'est pas seulement la séquence primaire de l'ADN, des protéines, c'est aussi la structure qu'on appelle tertiaire, c'est-à-dire la forme des molécules. Nous avons maintenant des moyens extrêmement puissants pour faire ce qu'on appelle la biologie structurale au niveau moléculaire, et c'est grâce à cette biologie structurale qu'on a pu synthétiser des inhibiteurs de la protéase, justement en composant des molécules qui vont remplir ce trou et vont empêcher la molécule de fonctionner. Donc c'est vraiment un tournant dans la mise au point des médicaments grâce à cette biologie structurelle qui va certainement s'amplifier dans les prochaines décennies. Alors malheureusement, ce genre de traitement, trithérapie, qui doit être donné tous les jours sans interruption, va surtout faire descendre le virus dans la circulation, dans le sang. Et vous avez donc ce schéma ici d'une coupe avec
un robinet, un tube qui représente ce que l'on mesure dans le sang, la charge virale. Donc elle va complètement disparaître, elle va devenir indétectable. Mais malheureusement, si on regarde dans les ganglions lymphatiques, on s'aperçoit qu'il y a encore du virus qui va rester. Il y a les cellules infectées de façon latente qui sont absolument insensibles au traitement. Il y a le fait que le virus va se réfugier aussi dans certains réservoirs qui sont dans certains tissus ou aux organes qui sont moins sensibles, moins accessibles aux médicaments, notamment le cerveau, aussi les testicules. Donc, il va rester du virus et la personne est toujours infectieuse, elle peut toujours transmettre le virus. Et si on arrête le traitement, eh bien, il y a un rebond caractéristique de la multiplication du virus dans la plupart des cas. Pas toujours, mais dans la plupart des cas. Alors, c'est quand même un progrès très important, et je vous montre ici une statistique européenne du programme Eurosida qui montre que la décroissance de la mortalité impressionnante par les progrès depuis 1994, un seul antirétroviral, pas beaucoup d'effets, et vous voyez que même toutes les personnes qui n'ont qu'un seul antiviral, eh bien, il y a la mortalité qui est encore très importante. Si on met deux antirétroviraux, pardon, là c'est sans antirétrovirus, là c'est encore avec un seul antirétroviral, là, il y a une décroissance, mais la mortalité est encore importante. Avec deux antirétroviraux, surtout trois, vous voyez qu'on aboutit, c'est seulement en 1997, on peut encore continuer ici, à donc un pourcentage de mortalité et aussi de maladies très inférieur. Donc c'est un progrès important et beaucoup de patients qui seraient morts sans ce traitement vivent et travaillent normalement. Ceci aussi illustre la stupidité des gens qui disent que le virus n'est pas la cause du sida, puisque là on agit directement, uniquement sur le virus par des inhibiteurs extrêmement spécifiques d'enzymes du virus. Donc il serait absolument stupide de ne pas croire à ces traitements, au virus et à ces traitements, et de ne pas se faire traiter quand on le peut. Le problème, c'est que seulement 10% des patients dans le monde ont accès à ces traitements. Tout le monde en voudrait en avoir, mais bien sûr, il y a un problème de prix, ces médicaments sont très chers, et seuls les patients qui sont couverts par les régimes de sécurité sociale, qui existent uniquement dans les pays développés, y ont véritablement accès. Et donc, un des objets de la recherche à l'heure actuelle, que nous poursuivons notamment, c'est d'essayer de rendre ces traitements accessibles à tous les patients de tous les pays les plus touchés. Comment peut-on le faire, par exemple ? Eh bien, supposons que au lieu de traiter d'une façon continuelle, nous avons à notre disposition, et ce n'est pas impossible dans les prochaines années, des médicaments qui ont une durée de vie assez longue, qui ne doivent pas donner tous les jours, donc ils peuvent donner peut-être 2 fois par semaine, et qui sont très puissants. Eh bien, donc, on peut traiter peut-être pendant 6 mois avec ces médicaments, ces médicaments, les arrêter, et ensuite, du fait que le système immunitaire est partiellement restauré du fait du traitement, eh bien, à ce moment-là, éduquer le système immunitaire contre le virus, qui n'a pas pu faire au départ, puisque le virus l'a tout de suite paralysé. Et ceci est tout à fait possible, notamment par des vaccins. Donc, une première application du vaccin, bien sûr, la plus grande sera ensuite de pouvoir protéger contre l'infection, mais une première application du vaccin sera le traitement, l'addition au traitement actuel, de façon à réduire la durée et les effets secondaires importants donnés par la trithérapie. Donc voilà un objectif que l'on peut atteindre. Alors, c'est par l'immunothérapie spécifique, la vaccination, mais on peut aussi donner des faibles doses d'interleukine 2, ce facteur de croissance absolument nécessaire au système immunitaire pour bloquer l'apoptose, et les résultats d'essais cliniques actuels, dans ce sens, sont très encourageants. On peut également penser à d'autres immunostimulants, notamment des préparations de plantes d'origine africaine ou asiatique. Voilà un des premiers buts de la recherche. Le deuxième, bien entendu, c'est de faire un vaccin préventif. Et ce vaccin, eh bien, nous ne l'avons pas encore. Voilà un petit peu ce que devrait faire le vaccin idéal. Être absolument inoffensif, c'est absolument nécessaire puisqu'il doit être donné à des individus jeunes, donc ils doivent vivre longtemps après la vaccination. Protéger contre les différentes souches de VIH, ça, c'est pas facile du tout. Protéger contre l'inoculation intraveineuse du virus, car malheureusement, tous les pays ne peuvent pas encore faire le dépistage au niveau de transfusion, et surtout inhiber la transmission sexuelle. Alors, ces vaccins, ils peuvent soit empêcher totalement l'infection, mais s'ils ne le font pas, ils pourraient au moins protéger contre la maladie en réduisant la charge virale à un niveau qui ne soit pas intolérable au système immunitaire. Alors, quels sont les candidats possibles ? Il n'y en a pas beaucoup finalement, car la sécurité absolue que l'on veut atteindre
eh bien, ceci implique qu'on n'utilise pas des vaccins à partir de virus vivants atténués, car ces virus pourraient toujours réverter vers des virus virulents. Et puis, surtout, on ne connaît pas les effets imprévisibles, donc de rétrovirus, de nouveaux rétroéléments insérés, même atténués, dans le génome de la personne. Donc, ceci est à exclure, et on en vient donc à un vaccin uniquement fait de protéines virales. Et là, comme candidat donc possible, il y a les protéines de l'enveloppe, mais qui doivent être modifiées pour présenter leurs régions les moins variables au système immunitaire, et les protéines de régulation, comme TAT, NEF et aussi REV. Et il faut également que ce vaccin induise une immunité générale, mais aussi une immunité au niveau des muqueuses, puisque le virus est transmis par la voie sexuelle, donc qu'il y ait déjà au niveau des muqueuses génitales des anticorps spécifiques qu'on appelle notamment des IgA. Alors, peut-on réaliser un tel vaccin? Nous le pensons. Et une des voies possibles, c'est ce qu'on appelle les liposomes-virosomes. C'est une collaboration que nous faisons avec des collègues suisses. Les liposomes, ce sont des petits globules de lipides, mais ceux-ci ont été structurés et manipulés par d'autres protéines de virus, de telle façon qu'ils peuvent se fixer et induire une très bonne immunité au niveau des muqueuses. Et ces liposomes ou virosomes sont déjà utilisés, par exemple, pour faire un vaccin commercialisé contre l'hépatite A, donc, et aussi contre la grippe, bientôt. Donc, l'avantage de ces préparations, c'est qu'on peut aussi les donner non seulement par inoculation, mais aussi par spray nasal. Et l'immunisation des muqueuses nasales peut-être diffuser aussi au niveau des autres muqueuses. Donc, voilà une des voies possibles que nous explorons actuellement. Et bien sûr, la recherche actuellement est très active. Beaucoup de groupes travaillent au niveau des universités, au niveau des compagnies pharmaceutiques, au niveau des compagnies biotechnologie. Mais nous pensons qu'à côté de l'effort public, un effort privé est absolument nécessaire pour aller plus vite, pour être plus flexible. Et c'est pourquoi, avec Federico Mayor, il y a quelques années, j'ai créé cette Fondation mondiale de recherche pour le sida, qui a établi des centres en France, mais aussi en Italie et aussi en Afrique. L'idée étant de faire un réseau qui permette d'accélérer encore la recherche par une diffusion, un échange total du personnel des informations. Et vous voyez ici, par exemple, le centre que nous avons créé en Côte d'Ivoire. D'autres centres vont suivre probablement bientôt en Afrique, dans d'autres pays qui sont également très touchés. Et ce centre a toutes les facilités pour non seulement accueillir des patients, mais aussi faire des examens de laboratoire et donc participer à des essais cliniques de nouveaux médicaments et peut-être plus tard d'un futur vaccin. Alors, cette recherche sur le sida, nous espérons donc qu'elle va aboutir dans les prochaines années, au XXIe siècle. Et nous espérons aussi que cette recherche aura des retombées importantes dans ces maladies où les rétrovirus sont impliqués, y compris les rétrovirus endogènes. Donc le message que je voulais vous donner pour terminer cette conférence, c'est que, bien sûr, il ne faut pas oublier le sida en lui-même, c'est une épidémie importante. Il ne faut pas croire que le sida est guérissable à l'heure actuelle, ce n'est pas vrai. Le sida continue à galoper dans beaucoup de pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, et aussi d'Europe de l'Est. Donc il ne faut pas l'oublier, mais aussi penser que cette recherche sera utile à tout le monde, même les gens qui ne se sentent pas concernés, car elle nous permettra de nous débarrasser peut-être de toutes ces maladies chroniques qui nous font mourir prématurément. Merci. Bonjour. Moi, je voulais vous poser une question au sujet de l'intégration du virus, du génome du virus dans le génome des cellules. Apparemment, la quantité de virus latent n'a pas l'air énorme, étant donné que rapidement, il y a des multiplications virales. Donc, ce que je voulais savoir, c'est toute la phase asymptomatique, est-ce qu'elle est vraiment due à un emprisonnement du virus dans les nœuds lymphatiques qui fait que ça retarde au maximum les effets, je dirais, pathogènes? Et est-ce qu'on en sait maintenant un peu plus sur les processus d'intégration de ces fameux
petits gènes du virus dans le génome humain, au niveau des intégrases et des choses comme ça. Alors, c'est une observation d'il y a 4-5 ans, c'est que dans la phase dite silencieuse, eh bien, le virus continue à se multiplier dans les ganglions lymphatiques. Donc il y a une phase de production active qui continue. Elle n'est pas liée, cette phase silencieuse, cliniquement silencieuse, n'est pas liée à un silence, à une latence de virus. Mais il est vrai que quand on a commencé donc les traitements qui vont inhiber bien sûr toute cette multiplication, il reste, effectivement, ce n'est pas un très grand réservoir, mais par rapport à l'autre qui diminue, celui-là ne va pas changer. Donc ce réservoir qui concerne peut-être quelques millions de cellules se maintient. Et la surprise, c'est qu'il continue à se maintenir. Alors, ou bien les cellules ont une durée de vie très longue, mais enfin, elles finissent par mourir, donc le réservoir devrait finir par disparaître, ou bien il y a quand même une multiplication du virus à bas bruit qui échappe au traitement antiviral. Alors, pourquoi ? Est-ce que les médicaments n'ont pas accès, ou bien est-ce que le virus est sous une forme qui est résistante, peut-être par un vecteur, par exemple? Toutes les hypothèses sont possibles, mais pour l'instant, tout le monde se casse le nez sur ce problème des cellules réservoirs, et aucun patient n'a pu vraiment être blanchi, aucun patient séropositif n'a pu devenir séronégatif. On voit quand même diminuer, comme la charge des antigènes viraux diminue, on voit diminuer les réponses immunitaires, le taux des anticorps diminue, le taux des réponses cellulaires également, mais il en reste toujours également. Donc le virus est toujours présent quelque part. Et c'est un des objectifs, bien sûr, de la recherche, de se débarrasser de ces réservoirs. Alors, les petits gènes, comme vous dites, ont probablement un rôle très important dans la pathogénèse. Par exemple, le gène NEF, et si on enlève le gène NEF, eh bien, le virus n'est plus pathogène, il se réplique beaucoup moins. Probablement parce que NEF crée des cellules qui permettent au virus de se multiplier. Peut-être d'autres effets également. Et donc, une des voies de la recherche aussi, c'est de faire des médicaments contre ces protéines, NEF, TAT, qui peuvent être produits justement par des cellules infectées chroniquement. Il faut bien voir que les inhibiteurs qu'on utilise de la transcriptase inverse n'agissent que sur les nouvelles infections, sur les cellules qui vont rencontrer un nouveau virus qui n'avaient pas rencontré auparavant. Mais celles qui sont déjà infectées chroniquement, qui produisent du virus, celles-là ne sont pas sensibles aux inhibiteurs de la transcriptase inverse. Par contre, elles sont quand même sensibles aux inhibiteurs de protéase à la fin, pour l'infectiosité des particules virales. Mais supposons que le cycle viral s'arrête à la production justement de cette petite protéine de régulation. C'est ce qui se passe notamment dans les astrocytes du cerveau. Eh bien, une telle production de protéines qui sont pathogènes va échapper totalement au traitement actuel. Le thème d'ONU-SIDA de cette année est sur les hommes, en particulier le sida, où les hommes ont plus de multipartenaires que les femmes en particulier. Au début de l'épidémie, vous aviez dit dans les années 80 que si on se limitait à, je crois, une demi-douzaine de partenaires au maximum, l'épidémie s'éteindrait d'elle-même. Dans l'optique d'aujourd'hui où l'épidémie est partout, et avec le thème d'ONU-SIDA de cette année, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ? Bien, il est évident que le multipartenariat favorise la transmission du sida comme les autres maladies sexuellement transmissibles. C'est tout à fait clair. Et ONU-SIDA s'intéresse aussi, je pense, beaucoup aux femmes, car c'est souvent du fait de la condition féminine qui n'est pas libre. Dans beaucoup de pays, c'est des problèmes de culture. On impose à la femme des rapports sexuels qu'elle ne veut pas, ou des absences de protection qu'elle ne veut pas. Donc je crois que ONU-SIDA s'intéresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Il est vrai que l'homosexualité a permis la transmission, l'homosexualité avec beaucoup de partenaires, l'homosexualité en tant que telle a beaucoup permis la transmission du virus dans nos pays. Il est vrai que la transmission chez les femmes est plus faible, mais elle existe, notamment à partir des hommes bisexuels qui sont plus fréquents qu'on le croit. La transmission de la femme à l'homme, par contre, est plus difficile dans nos pays, pour des raisons peut-être d'autres cofacteurs infectieux.
mais c'est aussi un problème. Et on voit aussi en Afrique, dans les pays de l'Est, notamment en Russie, des poches où flambe la transmission hétérosexuelle du virus. Donc nous sommes à l'abri nulle part de cette transmission qui, pour l'instant, est beaucoup plus forte dans les pays des régions tropicales de la planète, probablement pour des raisons de cofacteurs d'infection génitale indétectés. Vous avez affirmé que, d'une part, pour développer le sida, il fallait que le virus s'attache à la cellule, mais cette cellule devait posséder des récepteurs. Est-ce qu'on a identifié ces récepteurs en totalité ou partiellement? Première question, si je peux me permettre. Une deuxième, à savoir que le traitement est censé restaurer le système immunitaire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par restauration du système immunitaire? Est-ce que c'est une stimulation qui va le faire aller vers son stade initial, ou est-ce que c'est tout simplement une petite, une sorte de compensation pour faire face à l'agression, quoi? Non, pour répondre d'abord à votre deuxième question, peut-être, la restauration, ce qu'on appelle restauration, c'est la capacité notamment de retour de l'immunité cellulaire. Nous avons deux types d'immunité, par des anticorps et aussi des cellules qui sont programmées cytotoxiques pour des cellules infectées par un germe donné. Donc il y a des programmations extrêmement précises, et le virus, l'infection par le virus du sida paralyse très rapidement ces réponses cellulaires, ce qui permet donc à des germes opportunistes de se développer. Et donc nous avons des tests de laboratoire pour mesurer cette immunité, par exemple des tests qui sont dérivés du test à la tuberculine qu'on utilise, si vous voulez, pour la vaccination par le BCG par exemple. Donc ces tests deviennent négatifs, et quand on traite le patient, quand on descend la charge du virus, eh bien, on voit un retour de ces tests, de ces réactions cutanées par exemple, et qui montre que le système immunitaire a récupéré des cellules capables de lutter contre ces infections opportunistes. Et cette restauration est patente, puisqu'on voit beaucoup moins d'infections opportunistes qui emportaient le malade autrefois apparaître après une efficacité de la trithérapie. Mais ce n'est pas une restauration totale. Il y a encore des signes de déficience, il y a encore des morts par apoptose. Elles sont moins importantes, mais elles existent encore. Puis il y a donc des signes d'activation anormale, comme ce marqueur que je vous ai montré tout à l'heure. En ce qui concerne la première question, oui, on a beaucoup avancé dans la question des récepteurs de virus. Au début, on pensait qu'il y avait un seul récepteur, qu'on appelle CD4 ou T4, qui est présent donc sur une certaine fraction des lymphocytes et aussi sur les macrophages. Et puis, plus récemment, on s'est aperçu qu'il y avait ce qu'on appelle des co-récepteurs, c'est-à-dire qu'après cette fixation initiale sur récepteur, je n'ai pas eu le temps d'en parler, il y a ce qu'on appelle donc un changement de conformation des molécules du virus de surface qui vont se fixer à ce qu'on appelle des corécepteurs. Et c'est une découverte importante d'il y a 3-4 ans, c'est que ces corécepteurs sont des récepteurs de chimiokines, qui sont d'autres facteurs régulateurs du système immunitaire, notamment qui permettent de la migration des cellules inflammatoires quand vous avez une plaie, par exemple, vous avez une infection bactérienne localisée sur la peau. Et donc le virus, par évolution, utilise également ces molécules qui servent bien sûr à toute autre chose, mais aussi pour pénétrer dans la cellule. Est-ce que c'est la fin de la liste? Je ne crois pas. Il y a encore probablement d'autres récepteurs. Il est possible également que le virus, la stratégie du virus, c'est de jouer un petit peu sur cette multiplicité. C'est-à-dire, s'il y a un récepteur qui manque, il peut utiliser un autre. Donc, c'est pour ça que l'infection par le virus du sida, elle porte essentiellement sur les cellules qui expriment le récepteur T4, mais il y a quand même quelques autres cellules qui sont affectées, notamment dans le cerveau, qui ne portent pas ce récepteur. Voilà, je préfère me projeter dans les années à venir, c'est-à-dire lorsqu'on aurait trouvé justement cet éventuel vaccin, vous ne pensez pas qu'il serait intéressant que l'ONU ou l'OMS se charge justement de diffuser ce vaccin à la place des sociétés privées, bien sûr, dans les pays du Sud, c'est-à-dire l'Afrique et l'Asie, quoi, en premier lieu? Je vous remercie bien. C'est clair que dans la mise au point du vaccin va être forcément longue, même si le vaccin est mis au point au niveau du laboratoire. Il est relativement facile, et ça a déjà été fait pour certains candidats vaccins, de faire ce qu'on appelle les essais cliniques de phase 1 et 2. Phase 1, c'est la mesure de la non-toxicité de la préparation chez des volontaires sains. Phase 2, c'est également la mesure chez des volontaires sains, mais qui peuvent être exposés au virus, au plus grand nombre, pour voir les paramètres de l'immunisation. Mais il faut quand même un jour aller sur le terrain et démontrer l'efficacité du vaccin. Et pour le virus du sida, c'est un casse-tête.
Et il est clair que ça ne pourra se faire qu'avec la participation des organisations internationales. C'est déjà le cas. D'ailleurs, l'OMS se préoccupe beaucoup des problèmes éthiques qui sont liés à ces vaccinations, car pour démontrer l'efficacité d'un vaccin, en principe, il faut avoir un groupe témoin, donc qui ne va pas être traité par le vaccin ou va recevoir un placebo, et un groupe traité. C'est à la limite de l'éthique, surtout dans les pays qui n'ont pas accès au traitement. Donc ce que l'OMS et ce que nous disons, c'est que d'une part, il faut bien, avant d'entrer dans un essai de phase 3, être sûr que le vaccin ne va pas favoriser l'infection. Ce n'est pas impossible, il y a des exemples pour d'autres virus, notamment le virus respiratoire syncytial. Il y a une dizaine d'années, on a produit un vaccin qui aurait dû protéger contre ce virus qui peut tuer des nouveau-nés. Eh bien, on a favorisé au contraire l'infection et la mort de ces nouveau-nés par le vaccin. Donc il faut être prudent, il faut être absolument sûr que le vaccin est efficace dans le bon sens et n'a pas aucun effet toxique à long terme. Et ensuite, il faut pouvoir traiter les gens qui vont être sous la vaccination. Certains vont pouvoir s'infecter. Il est possible qu'aucun vaccin ne sera efficace à 100%. Certaines personnes vont donc quand même s'infecter malgré leur vaccination. Donc celles-là, il faudra les prendre en charge, les traiter. Et vous voyez le casse-tête, si vous traitez ces gens vaccinés et que les autres patients ils ne sont pas sous l'essai clinique, les autres personnes ne sont pas traitées, vous voyez le casse-tête que ça pose. Donc mon avis, c'est qu'il faudra d'abord pouvoir avoir des médicaments, des traitements qui soient accessibles à tous, si on veut ensuite démontrer l'efficacité d'un vaccin préventif. Bonsoir professeur, j'ai 2 questions très courtes, j'espère que votre réponse pourra être courte également. Vous avez parlé de recherche avec des partenaires en Suisse. Je voudrais savoir quelles formes de coopération internationale peuvent se mettre en place pour la recherche contre le sida, indépendamment des aspects de recherche de brevets, donc l'aspect mercantile. Deuxième question, vous avez été amené à poursuivre vos recherches aux États-Unis. Quel message feriez-vous passer à la recherche en France pour que l'on sache, en France, garder les chercheurs de valeur comme vous l'êtes? Il est clair qu'aucune équipe de recherche n'a les capacités de mener à bien cette tâche formidable qui est de mettre au point un vaccin. Donc il faut faire des collaborations. Et mon attitude, c'est de chercher les gens les plus compétents, qu'ils soient dans une université, dans les compagnies pharmaceutiques ou dans les compagnies de biotechnologie. Donc le problème du brevet est tout à fait secondaire dans cette recherche. Et on peut dire même, on peut espérer que le vaccin contre le sida ne fera pas l'objet de protection industrielle au stade de sa diffusion et qu'il pourrait être donné à tous au prix le plus faible. Bien sûr, il faut bien voir que nous sommes dans une économie de marché, que des compagnies de biotechnologie se créent et gagnent de l'argent parfois avec de spéculation par un effet d'annonce d'un nouveau médicament ou d'une protéine qui peut agir sur le vaccin. J'espère que c'est une phase provisoire et quand vraiment nous aurons un vaccin, que ce vaccin sera diffusé dans le monde entier. Pour la deuxième question, je suis là, donc je ne suis pas totalement parti. Et je garde, j'espère, des attaches en France. Grâce à ma fondation, j'ai créé notamment un centre dans un hôpital parisien, l'hôpital Saint-Joseph. J'espère pouvoir garder ce centre. Ce centre a actuellement de grosses difficultés financières car il n'a pu recevoir aucune subvention des autorités françaises. Et je le regrette. Et j'espère donc que cette situation va changer et que ce centre pourra continuer à vivre car il est une base importante dans la logistique, une base logistique importante pour les centres africains, notamment pour la formation de chercheurs et de personnel. Et il accueille aussi beaucoup de patients de France et des pays voisins pour des traitements et des essais cliniques. Donc je trouverais dommage que ce centre disparaisse. Donc si ce centre arrive à vivre, eh bien je garderai un pied très solide en France, tout en effectivement ayant fait une antenne importante aux États-Unis, qui peut aussi bénéficier de beaucoup de contacts, d'informations, aussi avec les cliniciens de là-bas. Un ami m'a dit, j'étais l'homme qui avait essayé de faire un pont entre deux continents. C'est un très grand pont, j'essaie de faire le grand écart.
Là, j'ai une question et ça concerne sur le taux de fiabilité de tests de dépistage de sida. Par exemple, une personne qui a fait donc, un test de dépistage dont le résultat est séronégatif. Donc, y a-t-il des doutes pour que cette personne puisse devenir séropositif? Oui, ces tests qui sont toujours basés sur le même principe, c'est-à-dire de détecter les anticorps, ont fait beaucoup de progrès. Ils sont extrêmement sensibles, mais bien entendu, il faut quand même qu'il y ait des anticorps chez la personne. Et ces anticorps demandent quand même 1 ou 2 semaines pour apparaître. Donc il y a ce qu'on appelle une fenêtre entre le moment du contact avec le virus est déjà dans l'organisme, et l'apparition de ces anticorps. Fenêtre de 15 jours, donc la personne va être apparemment séronégative, mais peut être au contraire très infectieuse à ce stade. Donc ce risque existe, il est très faible, je le répète, grâce à la sensibilité des tests à l'heure actuelle. Et pour vous donner un chiffre, le risque actuel dans la transfusion est de 1 sur 1 600 000. Donc il y a peut-être 2 ou 3 millions de poches de sang récoltées en France par an. Eh bien, 1 ou 2 de ces poches peut être positive et transmettre le virus du sida. Alors, que faire? Eh bien, il y a des perspectives peut-être de réduire encore ce risque par des méthodes moléculaires, qu'on appelle la réaction en chaîne de la polymérase, PCR, qui permettent de détecter directement les molécules du virus dans le sang. Alors ce sont des techniques lourdes de laboratoire, mais il n'est pas impossible qu'on puisse les rendre accessibles à la routine des centres de transfusion, d'autant qu'elles pourraient détecter à partir, elles impliquent évidemment une extraction d'ARN ou d'ADN, elles peuvent détecter non seulement le virus du sida, mais également l'hépatite B, l'hépatite C, tous les ADN de virus que l'on a identifiés. Alors je le répète, ce risque donc sera plus faible, mais ne sera pas à nouveau zéro, puisque il y a un certain nombre de virus, de germes que l'on ne connaît pas. Donc toute transfusion de sang portera toujours un certain risque, minime, mais c'est pourquoi elle doit être réservée à des cas extrêmes pour sauver des vies ou des opérations qui sauvent des vies, comme des opérations intracardiaques. Bonsoir, j'ai une petite question concernant les traitements potentiels. Pensez-vous qu'il y a un avenir à rechercher des inhibiteurs des glycosidases du VIH? C'est une voie qui a été explorée, qui pour l'instant n'a pas donné. Il faut bien voir que la recherche de médicaments a été très active, que nous avons des tests in vitro, qu'il y a peut-être des centaines et des centaines de produits qui sont actifs dans le tube à essai, mais après, très souvent, on est obligé de les abandonner, soit parce qu'ils sont toxiques, soit qu'ils ne sont pas actifs in vivo. C'était le cas de beaucoup d'inhibiteurs de protéases. Et il faut donc, on attaque parfois l'industrie pharmaceutique, qui dit qu'elle veut faire des profits, mais il faut reconnaître que l'industrie pharmaceutique a fait un très gros effort et aussi de coordination entre les différentes firmes pour mettre au point ces inhibiteurs. Ça leur a coûté beaucoup d'argent. Et s'ils veulent continuer, il faut quand même qu'ils puissent récupérer de l'argent sur la vente de leurs produits. Donc il ne faut pas non plus trop taper sur l'industrie pharmaceutique. Il n'y a pas pour l'instant d'inhibiteurs de glycosidase, car le problème c'est la spécificité pour agir sur les chaînes sucrées des protéines virales, mais c'est une des voies, comme la voie de recherche par exemple d'inhibiteurs de l'intégrase qui empêcherait l'intégration d'ADN proviral. Je vous remercie.